Bien, bonjour à tous. Bon, avant de commencer, moi j'aimerais bien remercier toute l'organisation parce que ça s'est super bien passé. On a passé un bon repas hier soir, c'était très sympathique. Et puis j'ai été très impressionné par la plupart des exposés qui ont été faits. Moi, ça va être un peu plus basique, hein, je pense, au niveau technique, mais bon, voilà. Donc, je vais vous présenter un système d'asservissement et d'expérience que j'ai fait pour des expériences sous microscope de photons. Alors, attends, pour changer, je fais quoi? Je tapote? Non, j'utilise ça. Ok. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le contexte scientifique dans lequel s'inscrit ce travail, et puis son environnement expérimental. Puis je vous présenterai plus précisément donc, le dispositif de stimulation-récompense et d'enregistrement des signaux électrophysiologiques simultanément avec le comportement de l'animal. Et puis, j'en terminerai par une petite conclusion. Donc un petit rappel sur ce que c'est qu'un neurone. Donc un neurone, c'est quoi? C'est un corps cellulaire qui va intégrer l'information qui provient donc des dendrites, qui sont en fait les inputs du neurone. Et lorsque la somme des contributions des activités sur les dendrites va dépasser un seuil donné, eh bien le neurone va déclencher un potentiel d'action qui va se propager le long de l'axone, ici, et qui va donc aller exciter différentes terminaisons synaptiques et exciter d'autres neurones de proche en proche dans le réseau. Alors, bon, ça c'est ce qu'on connaît tous, mais les neurones, en fait, ils ne vivent pas tout seuls. Ils vivent avec des compagnons qui sont les cellules gliales. Donc ces cellules gliales, en fait, elles assurent l'intégrité du parenchyme, donc en fait, et la matrice des réseaux de neurones. Donc elles vont notamment, à travers les astrocytes, assurer le lien entre le sang et les neurones. Avec les oligodendrocytes, en fait, les oligodendrocytes vont jouer sur la myélinisation de l'axone pour faciliter la propagation des potentiels d'action ou la diminuer selon les signaux divers et variés que reçoivent en fait ces oligodendrocytes. Les épendymocytes, eux, ils assurent un lien entre les astrocytes et le liquide céphalorachidien. Et la microglie, elle assure le lien entre donc les astrocytes et les synapses. Alors, en fait, les astrocytes, les oligodendrocytes et les épendymocytes sont des cellules statiques, c'est-à-dire qu'en gros, elles ne bougent pas, leur morphologie ne change pas. Mais les cellules microgliales, quant à elles, eh bien, elles sont dynamiques. Alors là, c'est là où je dois normalement appuyer pour avoir la vidéo, mais c'est pas sûr que ça marche. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc, est-ce que ça marche quand je clique là? Non, ça marche pas. Non, ça marche sur ma machine, mais pas là. Comment? Ouais, alors attends. J'ai pas les lunettes. Ah bah voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On a dévoilé la fin du truc. Voilà, c'est un AVI aussi. Voilà, vidéo AVI. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, ces cellules, eh bien, elles bougent. Alors, en fait, leur corps cellulaire ne bouge pas trop, mais par contre, elles vont avoir des bras qui vont se déployer et puis se rétracter. Et en fait, elles vont venir en communication avec les synapses. Et donc, elles vont moduler les propriétés de communication entre les neurones. Et mais en fait, on sait, ça c'est des hypothèses que l'on fait, et surtout ce qu'on sait, c'est que ces cellules, alors attention, où est-ce qu'on est? Là.
Tac. Mode présentation, c'est là. Tac. Voilà. Alors, donc on sait que ces cellules, elles assurent l'immunité du cerveau. Ça, c'est des travaux qui ont montré ça. Mais en fait, ça reste une question encore bien débattue. Mais nous, ce qu'on aimerait voir, c'est leur impact sur la mémorisation lors de tâches d'apprentissage. Donc en fait, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui anime en fait ces fameuses cellules, quels sont les processus qui sont à l'origine de la motilité, donc ces déploiements et ces rétractions, et donc du coup également la morphologie de la cellule, puisqu'en fait, selon si elle est très étoilée ou rétractée, elle ne va pas avoir le même rôle. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est son rôle aussi dans la mémoire. Donc il y a des travaux qui ont montré qu'en in vitro, eh bien, la transmission synaptique était modulée par l'intervention en fait, de la microglie qui vient en fait, pousser sur la synapse et donc empêcher ou augmenter la facilitation de la transmission synaptique. Et donc pour étudier ça, eh bien, en fait, on dispose d'un microscope de photons qu'on utilise avec des marqueurs type Gcamp et télétomato pour marquer d'une part l'activité neuronale et d'autre part la morphologie des microglies. Et donc on effectue des enregistrements électrophysiologiques, donc EEG, EMG, ECG, pour reconnaître l'état de l'animal et son activité cérébrale. Et donc tout ça s'inscrit dans un protocole de stimulation et de récompense dans des tâches d'apprentissage. Donc voilà donc le microscope que j'ai construit. Donc, voilà, donc à l'état de construction à gauche et à l'état final après. Bon, il n'est plus dans cet état-là à droite parce que quand les expérimentateurs se mettent dessus, c'est vite le bazar. Donc voilà, c'est un microscope que j'ai construit avec du matériel Thorlab, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc on a juste acheté le laser chez Spectra Physics et puis après j'ai construit mon microscope. Voilà. Donc les conditions expérimentales, les voilà. Donc on a la souris. Ah oui. Est-ce que j'ai fait de la souris, pas celle-ci. Donc là, en fait, on fait une petite fenêtre crânienne pour aller explorer le cerveau de l'animal. Ici, on fait un implant pour avoir les signaux électrophysiologiques EEG, EMG. Et donc on enregistre de manière simultanée donc, l'activité électrophysiologique et la dynamique microgliale. Voilà, donc ça en conditions réelles, là c'est plus... Et donc ce qui est connu en fait, c'est que mémoire et sommeil sont intimement liés. Donc ça, c'est ce qu'on a pu publier récemment. Donc on a montré que la microglie, elle intervenait sur les états de sommeil et la durée des états de sommeil et l'activité neuronale. Donc comme on sait qu'in vitro, il y a une interaction entre microglie et fente synaptique, et donc du coup sur le poids synaptique de la connexion entre les différents neurones, la question qu'on se pose c'est, eh bien, ces microglies, quel est leur impact dans la mémoire? Donc la question c'est est-ce que c'est ce qui a été trouvé donc par les chercheurs en in vitro, est-ce que c'est toujours vrai in vivo? Et donc du coup, est-ce qu'on a bien une dépendance de la morphodynamique et de l'activité neuronale? Donc le dispositif expérimental donc, en construction. Donc en fait, ce que l'on va chercher à faire dans la tâche, c'est on va demander à la souris de reconnaître une texture, donc savoir si c'est lisse ou granuleux. Et donc avec ces vibrisses, elle va détecter cette elle va détecter cette texture et en fait dans le cortex
donc qu'on appelle le cortex en champ de tonneau, en fait, donc, ce qu'on appelle donc S1, qui est le cortex somatosensoriel, donc que l'on cible, eh bien, on va enregistrer d'une part l'activité électrophysiologique, mais on va suivre aussi donc, la morphologie des cellules microgliales. Donc, pour ça, eh bien, j'ai construit un dispositif qui maintient d'une part la souris en contention, donc avec un petit lit voilà, imprimé en 3D. Et puis, bon, on verra sur d'autres images de manière plus précise le montage, mais bon, ça tourne autour d'un système type Arduino. Il y a des électrovannes pour libérer donc, une récompense, ici, donc, qui est de l'eau sucrée, et il y a un système de détection de léchage de la part de la souris, donc à partir d'un capteur capacitif. Voilà, donc de manière un peu plus nette. Donc le lit de la souris, le dispositif de libération de récompense. Ici, donc, on a deux cerveaux moteurs qui vont présenter alternativement une surface lisse et une surface plus rugueuse. Et voilà en fait. Donc c'est relativement simple. Donc le dispositif donc, est abrité de la lumière par une boîte comme ici. Et donc en fait, l'enceinte est également thermostatée de manière à ce que l'animal ne subisse pas trop de variations de température. Et donc les événements sont datalogués sur une carte nationale instrument, donc de manière à ensuite à synchroniser tous les événements électrophysiologiques et toutes les phases de stimulation. Donc le protocole est relativement simple. Hein. Aléatoirement, on met soit une surface rugueuse, soit une surface lisse. Et puis, si l'animal est dans une situation où il y a une surface rugueuse, alors à ce moment-là, il doit lécher pour obtenir sa récompense. Bah, s'il lèche pas, il est puni par un délai, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va rien faire. Donc du coup, bah, il attend bêtement. Donc ça, c'est sa punition. Parce que les règles éthiques interdisent quand même des punitions aversives. Et sinon, bah, on va les récompenser avec de l'eau sucrée s'il tend la langue au moment où on a mis la surface rugueuse. Et le cycle se reproduit ici. Et puis, bah, si c'est une surface lisse, bah, à ce moment-là, il ne faudra pas qu'il lèche. Et là, on enchaîne directement avec d'autres stimulations. Bon, c'est vraiment très très basique. Alors, en fonctionnement, donc normalement là, ça doit faire fonctionner. C'est expa. Voilà. Donc là, on a l'animal là qui attend, qui s'agite. Voilà, on lui présente la surface. Alors c'est volontairement accéléré pour pas attendre trop longtemps. Et en fait, il y a un petit son qui est associé en fait à la surface, de manière à ce que au début, l'animal comprenne que quand il entend un son grave, c'est du rugueux, et quand c'est un son aigu, c'est du lisse. Donc au début, on lui fait un petit peu d'apprentissage, comment dire, avec double information, voilà. Et après, on va enlever le son, et il faudra qu'il reconnaisse uniquement la surface. Voilà. Donc, hop. Alors, hop. Et il faut que je mette les lignes. Voilà. Alors bon, tout ça, voilà. En fait, tout ça, bon, moi, je l'ai fait avec Tinkercad. Bon, Brice m'en voudra pas. Hein. J'ai pas réussi à passer sous FreeCAD. Non, parce qu'en fait, finalement, j'avais plus vite fait de le faire avec Tinkercad, qui est un bon modeleur 3D. C'est facile à utiliser.
Voilà, donc après, ben, évidemment, j'ai utilisé une carte Arduino Uno, hein, donc la détection du leaking est faite sous interruption, hein, tout simplement, et puis ensuite, ben, c'est des commandes de servomoteur de manière classique. Hein, et puis, j'ai un détecteur capacitif, ici. Voilà, des électrovannes. Alors tout ça, c'était acheté chez AliExpress, hein, pour la modique somme de 5 €, en fait, j'ai tout le setup. Hein. Donc voilà, c'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent. Et voilà. Et d'une manière générale, en fait, ça amène à la conclusion que finalement, on peut faire peu avec peu. Voilà. Voilà. Merci Jean-Christophe. Des questions ?